2014年诺贝尔经济学奖的唯一得主是法国的经济学家让·梯若尔教授。他关于市场力量和规制的研究，让他赢得了今年经济学领域的至高荣誉。但是，纵观梯若尔教授的众多的研究成果，我们不难发现，无论是从产业组织、反垄断政策，或者是政府的控制等等这一系列的研究，都在今天具有极强的现实操作性的意义。今天，让·梯若尔教授就在他一手创办的图卢兹经济学院接受了我们的独家专访。Monsieur Jean Tirole, bonjour. Félicitations. Une inestimable boussole, c'est ainsi que nous qualifions l'ensemble de vos travaux pour lesquels vous êtes primé cette année. Alors, pourriez-vous nous indiquer tout d'abord les risques majeurs dans le monde de l'économie aujourd'hui? D'abord, l'économie européenne, l'Europe du Sud doit encore faire ses réformes pour se crédibiliser. Alors, un certain nombre de réformes, la réforme du marché du travail pour éviter que trop de gens soient au chômage, réforme des retraites, réforme de l'État, comme l'ont fait la Scandinavie, le Canada, l'Australie. Les institutions de l'Europe du Sud créent du chômage automatiquement parce qu'elles découragent les entreprises à créer des emplois stables. Et quel est le remède? Alors le remède, c'est d'avoir un marché du travail moins dual, c'est-à-dire qu'en France, on a ce qu'on appelle des CDI, qui sont des emplois très protégés, et des CDD, qui sont des emplois très peu protégés. Les deux emplois sont de mauvais types d'emplois. Il faudra un contrat unique avec une certaine protection, et puis éviter, parce qu'actuellement on ne crée plus que des CDD, des emplois à courte durée, qu'on licencie après, on ne renouvelle pas le contrat. Donc ce sont ce qu'on appelle en France des mouchoirs jetables. Donc il y a toute une partie de la population de jeunes en particulier, mais aussi de gens de plus de 50-55 ans, qui sont exclus du vrai marché du travail, simplement parce que les entreprises n'ont pas d'incitation à créer des emplois stables. Vous êtes primé pour votre analyse de la puissance du marché et de la régulation. Donc c'est un outil particulièrement important à l'heure actuelle où le monde vit encore dans une croissance très faible après les crises financières. Quelles sont les leçons pour retirer de ces crises financières? Que ce soit la crise de l'euro ou que la crise des banques, on voit très bien qu'il y a eu un certain laxisme quand tout allait bien. C'est-à-dire qu'on a laissé faire trop de choses, donc des produits dangereux, que les régulateurs ne comprenaient pas très bien, qui est très opaque sur les marchés de gré à gré, les over-the-counter, les marchés de gré à gré. C'était des choses très dangereuses, avec des effets de propagation possibles. On a trop encouragé les subprimes, bien sûr, mais pas seulement aux États-Unis, en Espagne, en Irlande, on a trop encouragé l'immobilier. Après, quand la crise arrive, on fait ce qu'on peut. Hein. Par exemple, on baisse les taux d'intérêt, c'est ce qu'ont fait toutes les banques centrales. C'était bien, c'est coûteux, on aurait voulu éviter ça, mais il n'y a pas le choix. Vous avez évidemment le même problème en Chine, ce qui est un problème que je ne connais pas très bien, mais c'est vrai que bien superviser des banques, c'est tout à fait crucial. Au cours de ces 10 dernières années, vous vous êtes beaucoup exprimé sur l'économie chinoise. Par exemple, vous avez appelé à la Chine de protéger les droits et les intérêts des petits actionnaires. Est-ce que pour vous, vous avez constaté l'évolution de la situation en Chine? Et c'est vrai que la Chine doit encore un défi, enfin plusieurs défis bien sûr, mais un de ces défis, ça va être de développer finalement des marchés financiers qui protègent en particulier, pourquoi la Chine a beaucoup investi aux États-Unis avant la crise, c'est simplement parce qu'en Chine, il n'y avait pas un système financier digne du système productif chinois, parce que le système productif chinois produit beaucoup, est très efficace dans son ensemble et il y a beaucoup d'épargne, c'est remarquable en Chine, il y a énormément d'épargne, donc cette épargne a besoin d'aller quelque part et il faut que les petits épargnants en particulier puissent investir dans des supports, donc en particulier dans les marchés financiers, par exemple dans les actions, c'est l'avenir de la Chine, donc investir dans l'entreprise, mais pour ça il faut évidemment qu'ils soient protégés. Si les petits épargnants ne sont pas protégés et risquent de perdre leur épargne. Donc il faut des marchés financiers qui soient assez développés, ce qui existe aux États-Unis en particulier, en Europe, mais on voit très bien aux États-Unis et en Europe que c'est quelque chose de très complexe. Donc il faut avoir des superviseurs indépendants qui surveillent vraiment les institutions financières de près
Je crois que l'intérêt d'avoir des régulateurs indépendants, c'est quelque chose qu'on a découvert depuis 30 ans. Les banques centrales indépendantes nous ont permis d'arrêter l'inflation, de juguler l'inflation. Les régulateurs indépendants des télécoms, de l'électricité, etc. nous ont permis d'ouvrir à la concurrence, qui ne serait pas passé autrement. Les autorités de la concurrence font du très bon travail. D'une certaine manière, on connaît ça depuis très longtemps avec les cours de justice. On trouve normal que les cours de justice soient indépendantes du pouvoir politique, mais ça va bien au-delà de ça. Il faut effectivement un certain nombre de régulateurs qui soient très professionnels, des experts. Ça, c'est vraiment important. Il faut que ce soit des experts et des gens qui soient indépendants et dont ce soit une mission claire. La Chine a entamé avec beaucoup de détermination une réforme des industries étatiques. Alors, contenant la particularité des grandes entreprises chinoises et de l'économie chinoise, comment peut-on servir de cet outil de politique de concurrence en Chine ? Je crois, je sais que vous avez déjà une autorité de la concurrence, et c'est tout à fait important. Donc, je crois qu'il faut encourager cette autorité de la concurrence à suivre un petit peu les standards européens et américains sur comment procéder, l'encourager dans son travail, lui assurer une certaine indépendance, encore une fois, indépendance vis-à-vis des entreprises, indépendance vis-à-vis du gouvernement, pour qu'elle puisse faire son travail sur des bases purement économiques. C'est beaucoup plus un travail d'expert maintenant. Et j'appelle de mes voeux vraiment ce travail d'expert. La Chine est en train de ralentir après une dizaine d'années de croissance à double digital. Alors pour vous, est-ce une bonne chose pour l'économie chinoise et pour le monde? Elle est déjà une très très grande puissance, mais c'est vrai qu'il faut qu'elle digère, qu'elle mette en place un système social, mais sans brider toute l'initiative qui se passe en Chine, parce qu'il faut encourager les entrepreneurs, etc. Il faut mettre en place des règles du jeu. On parlait de droit à la concurrence qui soient très claires et bien mises en œuvre. Il y a tout un ensemble de défis. Il y a après, effectivement, tout le système juridique et toutes ces choses-là. Donc, les institutions les institutions ne se construisent pas en un jour. Hein. Bien sûr, et je sais que la protection sociale est un sujet qui vous tient à cœur. C'est important. Et là, il faut s'inspirer des exemples scandinaves, ou allemands, etc. Ils ont réussi à mettre en place de la protection sociale avec un État qui ne soit pas trop gros. Parce que sinon, ce n'est pas soutenable. La protection sociale doit être faite à un coût raisonnable, sinon on ne peut pas la garder dans la durée. Et donc, je pense qu'il faut beaucoup s'inspirer sur les pays qui ont fait la réforme de l'État, comme les Scandinaves, le Canada, etc., qui ont fait des choses remarquables tout en gardant leur protection sociale. Dans le monde entier, maintenant, il y a de plus en plus de pays qui ont ouvert le secteur précédemment monopolisé, donc qui ont ouvert la porte et qui ont encouragé la participation des fonds privés et des petites entreprises, en fait, dans la concurrence. Alors, dans cette évolution, pour vous, les mécanismes du marché, pour vous, est plutôt un facteur de dynamisme ou bien un risque contre la régulation et de la stabilité? Alors, moi, ma conception du marché, c'est le marché a besoin de l'État. Je suis très pro-marché, mais il faut un État qui définisse les règles du jeu et les mette en œuvre. Donc, on parlait du droit de la concurrence, c'est un exemple. On a aussi besoin de régulateurs sectoriels qui régulent, par exemple, les télécoms, l'électricité, etc. Vous prenez l'électricité, par exemple. Il y a ce qu'on appelle en jargon un monopole naturel, qui est le réseau de transport d'électricité. Ce réseau de transport d'électricité, vous ne pourrez pas en avoir 15. En général, il n'y en a qu'un de réseau de transport. Donc, les producteurs d'électricité, qui veulent se faire concurrence, par exemple, ont besoin tous d'avoir l'accès à ce réseau de transport. Donc, ce qu'il faut, c'est que ce réseau de transport soit, disons, séparé des producteurs d'électricité, ou s'ils ne sont pas séparés, soit régulés extrêmement bien, de sorte que les entrants sur le marché de l'électricité puissent avoir accès au réseau de transport. C'est un exemple parmi d'autres. Je pense qu'une économie concurrentielle, et je suis très en faveur évidemment d'une économie très concurrentielle, a aussi besoin d'un État fort qui arrive à avoir un level playing field, d'une certaine manière, à avoir une concurrence équitable. Parce qu'on commence à comprendre que l'État, ce n'est pas l'État qu'on connaissait avant. L'État, ce n'est pas un État producteur. Il produit très mal. L'État, c'est un État qui détermine les règles du jeu. Bien sûr.
Quelle est votre prospective en fait sur l'économie de demain? L'économie de demain, il y a des opportunités. C'est l'économie du XXIe siècle, on dit souvent, c'est l'économie de la connaissance. Donc c'est clair qu'il va falloir investir dans la connaissance. Je sais que la Chine investit beaucoup et je pense qu'elle a raison. Donc avoir une main-d'œuvre très bien formée. Parce que bon, la Chine, évidemment, traditionnellement avait une main-d'œuvre bon marché, mais bon, maintenant que la Chine devient beaucoup plus riche, elle se retrouve dans le peloton des pays qui aussi sont des grands joueurs sur le marché de la connaissance. Et donc il faut avoir des bonnes universités, il faut avoir des bonnes écoles de façon assez vaste, pas seulement quelques écoles d'élite. On observe dans l'économie américaine un certain dynamisme. C'est-à-dire qu'on peut être jaloux que les Américains et Amazon, Google, Microsoft, Apple, etc. Il y a des choses qui font remarquablement bien. C'est tout ce qui est universitaire, tout ce qui est privé, ils le font très bien. Et on voit tout à fait l'intérêt qu'il y a. Même ces grosses entreprises posent un souci au niveau de monopole dans le secteur. C'est le rôle des autorités de la concurrence. C'est elles qui doivent être là. Et d'ailleurs au niveau mondial, hein, je pense qu'il faut que beaucoup plus de coopération, on le voit bien. Il y a déjà pas mal de coopération entre la Direction générale de la concurrence à Bruxelles et le département de la justice à Washington. Mais ça devrait être mondial, il faut que les autorités de la concurrence collaborent énormément. Comment vous arrivez à être l'expert dans presque tous les domaines de l'économie? Il y a eu cette innovation en économie qui s'appelle la théorie des jeux et la théorie de l'information, la théorie des incitations, sur lesquelles ont travaillé beaucoup de mes collègues que j'admire beaucoup, et dont mon directeur de thèse, Eric Maskin, et le fondateur de l'école ici, Jean-Jacques Lafont, qui était très connu en Chine. Et ce sont des outils très utiles, très puissants et qui unifient un petit peu tout raisonnement, parce que mon sujet c'est la microéconomie, alors même c'est vrai quand je fais de la macroéconomie sur le chômage, sur la liquidité ou tout comme ça, je raisonne encore comme un microéconomiste. Des recherches qui apparemment sont complètement différentes ont quand même des choses en commun, c'est une façon de raisonner. Lequel dont vous êtes le plus fier? Alors, je ne sais pas dire, c'est difficile à dire, mais c'est vrai que des ouvrages collectifs comme j'ai pu réaliser donc, avec Jean-Jacques Lafont sur la régulation, c'est quelque chose qui m'a marqué. Avec mon collègue Drew Fudenberg qui est à Harvard, on a fait des livres sur la théorie des jeux. Ce que j'ai réalisé en coopération avec des amis très chers, parce que c'est souvent, en fait, quand on fait de la recherche, on fait de la recherche avec des gens qui évidemment sont très bons, parce qu'on a envie d'être avec des gens qui sont très bons, mais souvent ce sont des amis très proches, en fait.